Bonjour! Aujourd'hui, dans la Minute Cotation, nous allons parler des nouvelles cotations relatives aux soins post-opératoires. Il faut vous dire que c'est un sujet un peu long puisqu'il n'y a pas moins de 4 actes différents avec des règles de cumul un peu particulières. Donc nous allons tourner 2 minutes cotations successives sur ces cotations des soins post-opératoires. Déjà, vous devez savoir qu'il s'agit d'un nouvel article à la NGAP, que l'on doit aussi au fameux avenant 6 et qui est applicable depuis le 1er janvier 2021. Je veux parler de l'article 7 du chapitre 2, donc le chapitre des soins spécialisés, et cet article 7 a été ajouté et est dédié uniquement aux soins post-opératoires. Donc cet ajout à la nomenclature entérine encore le rôle croissant des IDEL dans les prises en charge chirurgicales. On doit cela au fameux virage ambulatoire qui, entre autres, appuie le développement de la chirurgie ambulatoire pour un maximum de patients et sur un maximum d'interventions. Et c'est comme ça que les IDEL se retrouvent de plus en plus souvent à prendre en charge des patients non plus à J4, J5 post-op, comme ce fut le cas pendant longtemps, mais des J0, soit le jour même de l'opération, avec donc la gestion de la douleur aiguë, des nausées et vomissements post-op, mais aussi la surveillance des risques du post-op immédiat. Et la création de facturations dédiées à ces soins spécifiques à la nomenclature des IDEL démontre bien la volonté des politiques de déporter ces soins du post-opératoire immédiat des hospitaliers vers les IDEL. Donc concrètement, plus le temps va passer, plus les IDEL auront à prendre en charge des patients post-opératoires dès J0. Sachez simplement que le volume des chirurgies ambulatoires a doublé ces 10 dernières années et que désormais, c'est plus d'une chirurgie sur 2 qui est réalisée en ambulatoire en France. Et cela doit encore augmenter. Je rappelle que dans une chirurgie ambulatoire, le patient rentre chez lui le jour même de l'intervention. On va revoir ça plus loin en détail. D'où l'implication de plus en plus massive des IDEL dans ces prises en charge post-op. Donc pour revenir à nos cotations, que trouve-t-on comme cotation dans le chapitre 2, article 7 des soins post-op? Nous allons voir 2 d'entre elles aujourd'hui. Déjà, il y a l'acte emblématique de séance de surveillance post-opératoire en AMI 3,9. L'acte dit exactement séance de surveillance clinique et d'accompagnement post-opératoire à domicile pour les patients éligibles à la chirurgie ambulatoire ou à un parcours de soins de réhabilitation amélioré, RAC. Cela veut dire, et c'est important, que si votre patient est en post-op mais que ce n'était ni de la chirurgie ambulatoire ni un protocole de RAC, eh bien vous ne pouvez pas facturer la AMI 3,9. Et oui, ce n'est pas juste du post-op égale AMI 3,9. Non, c'est plus compliqué que ça. Bah oui, pourquoi faire simple? Donc comment on définit la chirurgie ambulatoire et la RAC, cette dernière étant assez peu connue jusqu'à présent en dehors des équipes de chirurgie? Alors pour la chirambu, c'est pas compliqué, c'est lorsque le patient passe sa première nuit post-op, non pas à l'hôpital, mais chez lui. Donc forcément, il sort des J0 le jour même de l'intervention. Si c'est ça, c'est bon. Chaque fois que vous faites un passage chez lui, que ce soit à J0, J1, J3, etc., vous pouvez facturer la séance de surveillance post-op en AMI 3,9 parce que c'est de la chirambu. Mais encore, qu'est-ce que c'est que cette fameuse RAC? C'est-à-dire R-A-A-C. C'est un acronyme qui veut dire récupération améliorée après chirurgie. Alors là, pour la RAC, c'est très différent. On n'est pas du tout dans le même cadre que la chirambu. Les programmes de RAC, c'est très balisé. Si votre patient est en RAC, vous ne pouvez pas l'ignorer. Donc la RAC, ce sont des protocoles qui visent vraiment à optimiser au maximum la récupération du patient. Donc on commence dès le pré-op avec par exemple le fait de faire de l'activité physique au patient en pré-op pour qu'il puisse augmenter sa capacité respiratoire. Autre exemple, en post-op, on refait bouger le patient le jour même de l'intervention en lui donnant un pédalier par exemple pour limiter à la fois sa fonte musculaire et le risque thromboembolique, entre autres. Toutes les chirurgies sont éligibles à la RAC, même les plus lourdes, type lobectomie, hystérectomie, prothèse de hanche, hépatectomie, etc. La contrainte, c'est plus l'organisation pluriprofessionnelle que la RAC implique que la nature même de la chirurgie. Et accessoirement, les RAC sont rarement des chirurgies ambulatoires.
c'est-à-dire que même si le patient de RAC va rester peu de temps à l'hôpital, puisque c'est le but aussi, il va généralement y dormir la première nuit. Vous avez tous les détails sur la RAC et sur les modalités de la chirurgie ambulatoire dans notre formation sur les soins post-op et le cathéter périnerveux. Donc ça, c'est pour déterminer si vous pouvez ou non facturer la séance de surveillance post-opératoire à AMI 3,9 pour votre patient post-op. Donc soit il a passé la nuit chez lui dès J0 et ça c'est de la chirambu, soit il est inclus dans un programme de RAC, auquel cas ça va vous être forcément signalé, ne serait-ce que parce qu'il y aura un programme de récupération très précis et très pluriprofessionnel dans lequel vous devrez vous intégrer et à partir duquel vous devrez organiser vos soins. Et accessoirement, cette contrainte d'appliquer la cotation des surveillances post-op uniquement pour un patient en RAC ou en chirambu, elle s'applique aussi pour tous les autres soins de cet article 7. Ils sont tous soumis au fait que le patient post-op soit en RAC ou en chirambu. Donc, toujours pour l'acte de surveillance post-op à AMI 3,9, il y a une autre limitation que celle de la RAC et de la chirambu, c'est celle du nombre de facturations. La chose est simple à comprendre, mais primordiale à retenir. C'est seulement 3 séances facturables par retour post-op d'un patient, pas plus de 3. Dernière contrainte pour coter la séance de soins post-op à AMI 3,9, le temps, ou plus exactement le délai du post-op. On ne peut pas facturer cet acte à n'importe quel moment du post-opératoire. Ça se limite à du post-opératoire rapproché, disons. C'est quoi dans la NGAP ce post-opératoire rapproché ? Là, on a une grosse source d'erreur quand même, c'est cette fameuse histoire que vous avez entendue tout à l'heure dans le texte, des J0, J6. Alors, dans le langage courant soignant en chirurgie, le J0, c'est le jour de l'intervention et le J6, c'est le 6e jour après l'intervention. Donc ici, on va parler de J6 chirurgical. Alors pour la NGAP, non, ce n'est pas comme ça. Bah oui, pourquoi faire simple ? Donc le J0 et le J6 dans la NGAP, ce n'est pas le J0 et le J6 pour les IDE de France et de Navarre, non. Le J0 de la NGAP, c'est le jour du retour à domicile du patient. Donc ce J0, c'est bien le J0 chirurgical si c'est de la chirambu. Là, on est d'accord. Mais si c'est de la RAC, comme je l'ai dit, d'habitude, le patient passe une ou plusieurs nuits à l'hôpital. Donc là, le J0 de la NGAP, le jour du retour à domicile du patient, ça ne va plus du tout être le J0 chirurgical. Bah oui, c'est trop simple sinon. Donc pour la NGAP, le J0, c'est le jour du retour à domicile du patient, que l'intervention ait lieu le jour même, en chirambu, ou 3 jours avant, dans un programme de RAC. Donc, revenons à notre cotation. Vous avez un laps de temps précis pour pouvoir facturer votre séance à AMI 3,9. Ça commence le jour du retour à domicile du patient, donc J0 selon la NGAP, et ça va jusqu'à... C'est là que ça se complique encore. Pour savoir jusqu'à quand vous pouvez le facturer, eh bien, il faut savoir la date de la première consultation post-op de votre patient. S'il n'y en a pas à son retour à domicile, ce qui est plutôt rare normalement, vous comptez entre J0 et J6 du retour à domicile, J6 compris. Donc, dans ce délai-là, vous pouvez facturer l'AMI 3,9. Si vous avez la date de la consultation post-opératoire, là, il y a 2 cas de figure. Si la date est après la première semaine du retour à domicile, ce qui sera le cas le plus fréquent, c'est-à-dire après J6 du retour à domicile. Là, votre délai, c'est entre J0 et J6 du retour à domicile. Si la première consultation post-op est avant J7 du retour à domicile, c'est cette date-là qui est votre limite de délai pour facturer vos séances de surveillance post-op à AMI 3,9. Donc par exemple, si le chirurgien veut revoir le patient à J5 du retour à domicile, vous pouvez facturer vos séances post-op de J0 à J4 inclus et à partir de J5, à partir du jour de la consultation post-op du chirurgien, ce n'est plus possible. Vous me suivez ? Donc pour résumer, vous pouvez facturer vos séances entre J0 et J6 du retour à domicile du patient, J6 étant compris. Sauf, et c'est là la chose à retenir, sauf si le rendez-vous du chirurgien est entre J0 et J6. Là, vous avez jusqu'au jour de cette première consultation, le jour de la consulte n'étant pas compris, pour facturer votre AMI 3,9 de surveillance post-op. Donc toujours pour détailler cet acte AMI 3,9, si vous le facturez,
vous devez réaliser, je cite le texte de la NGAP, une séance de surveillance clinique et d'accompagnement post-opératoire. Donc vous êtes tributaire de pouvoir démontrer que vous avez réalisé certaines surveillances. Déjà, vous devez avoir un support de transmission où va figurer votre surveillance clinique. C'est ce que dit le texte de la NGAP pour cet acte qui parle de remplissage de la fiche de suivi post-opératoire ou tout autre support où sont collectées les données de surveillance infirmière. Je ferme le guillemet. Donc, il faut avoir ce support et je vous conseille d'avoir un support dédié au post-op qui peut d'ailleurs vous être fourni par l'équipe de chirurgie. Donc, vous devez avoir un dossier de soins pour ce patient déjà et dans ce dossier, on doit pouvoir trouver les transmissions de vos soins post-op. Dans ce document de surveillance, qu'est-ce qui doit figurer, réglementairement parlant, pour pouvoir facturer l'acte d'AMI 3,9 ? La NGAP parle de suivi des paramètres de surveillance prescrits. Donc là, c'est clair, le chirurgien et ou l'anesthésiste vous transmettent une prescription avec la surveillance post-op, type tension, pouls, température, saturation, etc., mais aussi le suivi, par exemple, du pansement. Est-ce qu'il est souillé? Est-ce qu'il est propre? Etc. Ici, il est également question de surveillance spécifique, comme le remplissage des redons. Donc, cette surveillance doit bien figurer dans vos transmissions. Et ces paramètres représentent le minimum à surveiller d'ailleurs. Il vous appartient de noter les autres données qui vous semblent pertinentes. Ensuite, en plus de la surveillance des paramètres, la NGAP évoque aussi, je cite, la vérification et la compréhension de l'observance des consignes des prescriptions de sortie. Car il est vrai que la majorité du temps du post-op immédiat va avoir lieu en dehors de votre supervision, en dehors de vos passages, à des moments où le patient sera seul avec son entourage. Donc lorsque sont évoquées l'observance des consignes et prescriptions, il s'agit certes de l'observance du traitement PEROS, c'est-à-dire que le patient a bien pris le bon traitement à la bonne heure, mais aussi des consignes, par exemple la surélévation d'un membre, des exercices de mobilisation à reproduire, un régime alimentaire particulier suite à une chirurgie digestive, etc. Et vos démarches de suivi de l'observance et de bonne compréhension par le patient des consignes doivent également figurer dans vos transmissions. Enfin, l'acte AMI 3,9 de surveillance post-opératoire comprend également, je cite, le contact avec l'équipe médicale par le vecteur prévu en cas d'anomalie. Alors là, vous allez me dire, évidemment, on ne va pas rester tout seul avec le patient s'il fait un globe urinaire post-op. On l'aurait fait de nous-mêmes de contacter l'équipe en cas de problème. Alors oui, c'est bien évident, mais ce petit bout de texte de la NGAP est plus insidieux qu'il n'y paraît. Ce que cette phrase annonce en creux, c'est que vous avez l'obligation de connaître et d'utiliser le fameux vecteur prévu pour prévenir l'équipe hospitalière en cas d'anomalie. C'est-à-dire que quand vous prenez en charge votre patient en post-op, dès le début, vous devez savoir qui joindre, normalement l'équipe de chirurgie, et comment les joindre en cas de problème et si possible H24. C'est cela qui se cache derrière cette demande a priori évidente de la nomenclature. Et de fait, pour une fois, on peut reconnaître que c'est on ne peut plus pertinent. Ça devrait même être la première chose à chercher quand vous épluchez le dossier de retour à domicile de votre patient en post-opératoire. Par contre, entendons-nous bien, si vous avez une urgence vitale avec votre patient post-op, c'est le SAMU que vous appelez en priorité. Vous appelez l'équipe hospitalière une fois que le patient est en route pour les urgences avec le SAMU. Ce texte se réfère plus à l'urgence relative, comme un redon qui saigne trop par exemple, mais sans retentissement hémodynamique, ou une fièvre chez le patient, etc. Par contre, autre détail important pour cet acte, il ne comprend pas la réfection du pansement post-op. Donc vous pouvez cumuler le pansement, mais uniquement en application de l'article 11b, soit deuxième acte à 50% et troisième acte gratuit. Voilà. Ça, c'était pour l'acte AMI 3,9 de surveillance des soins post-opératoires en chirurgie ambulatoire et en RAC. Donc, pour résumer, pour facturer cet acte, ça doit être de la RAC ou de la chirurgie ambulatoire. Vous devez avoir un support écrit de transmission où figurent les surveillances des paramètres et celles de l'observance et de la compréhension des consignes et prescriptions. Vous devez savoir comment joindre l'équipe chirurgicale et le faire en cas de problème. Vous ne pouvez coter que 3 séances AMI 3,9 par post-op entre J0 et J6 du retour à domicile,
sauf si le patient a sa première consultation post-op avant J7, auquel cas c'est entre J0 et ce jour-là. Donc nous allons maintenant aborder le second soin de cet article 7 du chapitre 2 de la NGAP des IDEL. Il s'agit du retrait de sonde urinaire en AMI 2. Et accessoirement, cette AMI 2 n'est pas seulement valable dans le cadre du post-opératoire comme les autres soins de l'article. Tout retrait de sonde urinaire est désormais facturable en AMI 2 si c'est dans un contexte médical et non chirurgical ou chirurgical mais en dehors de la RAC ou de la Chirambu. C'est alors affilié à un autre article de la NGAP, c'est l'article 6 du chapitre 1. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. C'était la minute cotation sur les cotations des soins post-opératoires, la première partie. Nous ferons une autre vidéo sur ce sujet qui sortira en juillet avec les cotations des soins des redons et celles sur le cathéter périnerveux et aussi sur les cumuls de tous les actes des soins post-op. Mais si cette minute cotation a suscité quelques questions et que vous voulez creuser non seulement les cotations mais aussi les modalités des soins et surveillance du post-op immédiat et les soins des cathéters périnerveux, Santé Format Pro vous propose une formation complète sur ces sujets, qui est par ailleurs prise en charge par le DPC et dont vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Nous proposons également un module sur la nomenclature des actes qui vous explique toutes les cotations, donc celles du post-opératoire, mais aussi celles de toutes les autres cotations de l'avenant 6, celles du BSI, des perfusions, etc. Nous avons aussi d'autres modules de formation qui sont DPC, sur le thème du BSI, sur les actes Prado-BPCO et insuffisance cardiaque, sur le diabète, la maladie d'Alzheimer et sur plein d'autres thèmes. Vous trouverez le lien vers toutes ces formations également en dessous de la vidéo, en barre de description. Voilà, c'est la fin de cette minute cotation. Je tiens à remercier mes collègues qui m'ont aidé à faire cette vidéo. Donc, merci à Myriam et Mafalda de la prod. Merci à Alex qui est derrière la caméra et qui pilote aussi la publication de cette vidéo sur les réseaux. Merci à lui et à toute l'équipe marketing. Merci aussi à Sylvie Cotrebille, ma super spécialiste des cotations, qui est une super IDEL et une super formatrice. Merci Sylvie d'être toujours dispo et d'être mon eau vive et salutaire dans l'aride et cruel désert des cotations infirmières. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à nous le dire. Si ça vous plaît, nous ferons d'autres vidéos sur le thème des cotations. Merci à tous.